Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bon après-midi, bonne nuit, j'espère que vous allez bien, bande de loups, bienvenue dans cette nouvelle lecture du loup dans laquelle je vais enfin parler de livres incroyables. Ça y est, c'est la première vidéo lecture de ce mois de septembre, d'ailleurs on est fin septembre, donc je suis un peu à la bourre dans cette lecture du loup, mais je vais pouvoir vous parler donc de 3 ouvrages que je tiens dans la main. Mais juste avant, je tiens à faire une petite précision pour ce retour, on va dire, des lectures du loup. Il va y avoir quelques changements. Déjà, j'ai des mouches autour de moi, c'est génial, j'adore. Il va y avoir du changement en termes de construction des vidéos. C'est-à-dire que je ne vais pas faire que donner mon avis en vous donnant un résumé rapide de l'histoire. Je vais construire tout ça. C'est-à-dire que je vais prendre des notes de lecture au fur et à mesure de mes lectures justement, et je vais revenir sur certains passages qui m'ont marqué, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai moins aimé, ça dépendra évidemment des ouvrages, je vais argumenter davantage. Et toute cette nouvelle formule a été très largement inspirée du travail d'Alexis Breut, a.k.a. Links the Sun sur YouTube, que vous connaissez donc très certainement via la chaîne éponyme, mais aussi via la chaîne Links Off, car depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans d'ailleurs, Links propose des coins lecture, où chaque mois il propose donc le condensé de ses lectures du mois, et il va les analyser, les critiquer, je sais pas si on peut appeler ça vraiment la critique, mais je trouve que franchement il fait un super boulot d'argumentation, et à la fin il donne une note, et ça permet justement de jauger un petit peu, de voir quels sont les livres qu'il a vraiment super bien aimés, les autres qu'il a beaucoup moins aimés. 50 nuances de Grey par exemple, n'est-ce pas? Si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Et bien là, je vais très largement, et je ne m'en cache pas, m'inspirer de cette méthode. C'est-à-dire que vous allez retrouver des notes de lecture dans la description des vidéos. Vous allez également retrouver une note qui va vous donner, en gros, mon sentiment général sur le livre en question. Et puis, ça va être beaucoup plus argumenté qu'avant. Donc c'est très largement inspiré. On peut pas dire que c'est de la copie, puisque les opinions, c'est comme les trous du cul, hein, on le sait, hein, chacun en a un. Mais sachez que, effectivement, vous allez retrouver des similitudes, on va dire, dans la construction, car c'est tout simplement de l'admiration pour Links, qui fait un super boulot, et je trouve que cette façon d'argumenter en donnant son opinion sur des livres, voilà, c'est super pertinent, moi, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'ai envie de voir, et donc c'est ce que j'ai aussi envie de produire. Donc on est parti, voilà, ça c'était le bon gros blabla qui a duré 3 minutes, on est content. Maintenant, je vais vous parler donc de ces 3 livres que j'ai lus pendant le mois d'août, à savoir, on va commencer par 1991 de Franck Tillier, on va continuer avec Le tourbillon de la vie de Aurélie Vallogne, sorti chez Fayard, et puis on va terminer sur... Alors on peut pas dire que la couverture est moche, hein, au contraire, moi j'ai beaucoup aimé la couverture, mais vous verrez qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. C'est d'autant plus vrai avec Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andrea, sorti chez Plomb. Vous pouvez pas trouver meilleure maison d'édition, vraiment. Alors je vous parlais d'une nouvelle formule, avec des prises de notes qui seront disponibles dans des documents Google disponibles dans la description de la vidéo. Et ben malheureusement, mauvais élève, cela ne va pas commencer avec le livre de Franck Tillier, 1991, car je n'ai pas pris de notes pour celui-ci, mais je peux d'ores et déjà vous donner mon opinion, voilà, c'est l'essentiel, on va dire, mais voilà, je peux pas vous envoyer un lien, tout simplement, parce qu'en fait, c'est un livre que j'ai écouté plus que lu. Voici d'abord la 4e de couverture. En décembre 1991, quand Franck Charcot, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives, où il est chargé de reprendre l'affaire des disparus du sud parisien. L'état des lieux est simple. Entre 1986 et 89, 3 femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours. Charcot consacre tout son temps à ce dossier jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo sur laquelle figure une femme couchée dans un lit, les mains attachées au montant, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera
tout ce qu'il a pu imaginer. C'est un A, tout simplement, un super livre, et c'est mon tout premier Franck Thillier. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré l'écouter, surtout qu'en plus, la narration, alors ça c'est très important aussi de le dire, car je me nourris les oreilles sur Audible, faut le savoir. Je vais retrouver le nom de la personne qui a lu, c'est Jérémy Covillo. Voilà, Jérémy Covillo qui a fait un super boulot de lecture, et vous en avez pour 8 heures. 8 heures d'écoute pour un livre de 500 pages, un peu moins, 498 pages, ouais, 500 en gros, presque 500, sans compter le mot de la fin de l'auteur. C'est super bien, c'est très rare pour moi de lire des polars, des thrillers, des livres policiers, bref, on est chez Fleuve Noir, et c'est très très noir, ouais, c'est très dark, hein, vraiment, on n'est pas dans un univers de bisounours avec des arcs-en-ciel partout et des licornes qui volent dans le ciel. Là on est vraiment dans un univers assez, bah c'est glauque, hein, c'est vraiment glauque AF. On est sur de la torture à base de chalumeau, d'une personne qui ne respecte absolument pas la femme, qui va jusqu'à vraiment les torturer et les dénaturer, et c'est très violent et très malsain d'un autre côté, et je trouve que c'est hyper bien amené. C'est clairement un page-turner, hein. On est sur un livre, alors moi j'ai mis 15 jours pour le lire parce que j'ai vraiment pris mon temps, et vraiment j'ai atteint un niveau où je voulais pas que le livre s'arrête. Il y avait 500 pages et j'ai pas boudé mon plaisir, comme diraient les gens qui portent des crocs. On est sur un entretien du suspense, on sent que Franck Thillier maîtrise vraiment son sujet. Il y a eu de la recherche aussi, vraiment, on sent vraiment que la personne n'en est pas à son premier livre. C'est con pour moi de dire ça, vraiment, parce que je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà lu du Franck Thillier. Vous m'avez recommandé Il était deux fois, vous m'avez recommandé Charcot, vous m'avez recommandé pas mal de bouquins, là j'en ai que 2 en tête, mais vous m'avez dit vraiment, ouais, vas-y, lis du Franck Thillier, et quand je vous ai montré que j'allais lire 1991, vous m'avez dit, non mais c'est génial, vas-y, continue, dis-moi, j'ai hâte que tu me dises ce que t'en penses. Bah voilà, vous savez ce que j'en pense, c'est un A pour moi, parce que je trouve qu'il fait le taf, qu'il vous donne envie de continuer chapitre après chapitre. Moi j'étais obligé de m'arrêter à un moment donné parce qu'il fallait bien que j'aille bosser. On est sur des chapitres qui se succèdent sans temps mort. On a très rarement des moments où on se dit ouais bon, allez, on passe à côté, vraiment là j'ai juste envie de me focus sur ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver à Charcot, mais comment ça se fait qu'il va se retrouver complètement marqué par ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il y a un mélange de surnaturel, de magie, d'illusion dans ce roman? C'est pas un spoil, hein. Ça va vraiment traiter de tous ces sujets-là. Et puis surtout, l'antagoniste de l'histoire, qui s'appelle donc le méticuleux, donc la personne sur qui Franck Charcot et son équipe souhaitent mettre la main, on se dit jusqu'à la fin vraiment, mais qui ça peut être? On peut pas s'en douter. On peut pas s'en douter, ce serait faire preuve de mauvaise foi de se dire, à la moitié du livre, ah mais non, mais en fait je sais comment ça va finir. Parce que c'est ça aussi qui me marque dans un livre policier, je me dis, ouais, mais non, mais c'est trop visible, on sait que ça va être ça, etc. Et puis machin. Pas du tout. On va de surprise en surprise, c'est un vrai bon livre. Donc un A franc et massif, bien mérité, et j'ai très envie de découvrir d'autres enquêtes de Charcot, et aussi, why not, de découvrir aux éditions Pocket Il était deux fois, qui est son précédent roman, je crois, oui, désormais disponible chez Pocket au moment de la sortie de 91, donc je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Alors, en fait, En fait, non, vous savez quoi? Je voulais attaquer avec le livre d'Aurélie Valognes, mais en fait, je crois que mieux vaut terminer sur une note positive. On va attaquer ça, hein. Vous savez déjà ce que j'en pense, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez mes opinions en avant-première. On va parler donc du Sourire contagieux des croissants au beurre. C'est un livre de Camille Andrea qui, alors d'après la 4e de couve, est une personnalité de la littérature française bien connue du grand public, mais dont nous ignorons tous l'identité. Eh ben heureusement, parce que si c'est un auteur que j'aime beaucoup, je n'aurais pas été content de savoir qu'il a été écrit par cet auteur ou cette autrice. Là, c'est un E! Voilà, c'est un E, c'est... Attendez, je vous ai déjà spoilé la note, mais je vous ai pas lu la 4e de couve.
Avec le sourire contagieux des croissants au beurre, laissez-vous entraîner dans une incroyable intrigue pâtissière et spirituelle menée tambour battant entre les États-Unis, le Groenland et le Pérou à la recherche du café miraculeux qui rend les gens heureux. Moi, quand j'ai lu ça, tout de suite, je me suis dit « Ah, ça fait du bien, un livre qui va traiter du bonheur, qui va traiter de la joie, on va s'enjailler, ça va être bien !» Vous allez voir. À 44 ans, le chef français Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Il possède le plus grand empire de pâtisserie surgelée des États-Unis, il est l'ami des stars, qui croque à pleines dents dans ses fameux croissants. Il a épousé une brillante avocate reconnue par le gratin new-yorkais, et ils ont ensemble un adorable petit garçon. Jusqu'au jour où un vendeur de hot-dog ambulant lui propose un gobelet de café à $1 million. $1 million pour un simple café? Non, bien sûr, $1 million pour le meilleur café du monde. Celui qui va changer sa vie, l'étonnante rencontre avec ce vieil homme ébranlera à jamais les certitudes de Pierre Boulanger quant au pouvoir, à l'amour et à la vie. On y retourne? C'est un E! Et ça aurait même failli être un E- parce que j'ai pas fini le livre, en fait. C'est, voilà, tout simplement. Alors, on pourrait tout de suite me dire, ouais, mais t'as pas lu jusqu'au bout. D'où tu te permets de mettre une note? Alors déjà, sachez que la note, c'est vraiment l'expression générale de mon opinion sur le livre. J'ai des critères, je pourrais les partager avec vous si ça vous intéresse. Je vais vous lire mes notes de lecture justement pour vous expliquer un petit peu ce pourquoi je n'ai pas aimé. On va faire un petit descriptif de ce pourquoi je n'ai pas aimé. Déjà, page 27. Page 27, je note « et mince ». Alors, vous allez me voir, regardez par ici, c'est normal, je lis mes notes, mais je vais les prendre aussi juste là. Hop là, oui. Je note « et mince ». L'auteur intègre une célébrité réelle dans son récit. J'ai du mal avec ce procédé. Selon moi, il faudrait la connaître personnellement pour imaginer des réactions plausibles qui collent à ce qu'elle est dans la vie de tous les jours. Tout simplement parce que dès les premières pages du livre, ce fameux Pierre Boulanger, qui est donc notre protagoniste, invite Madonna, rien que ça, Madonna dans sa pâtisserie. Ok, Madonna. Comment est-ce que l'auteur ou l'autrice, enfin Camille Andrea, puisque c'est un prénom mixte, connaît suffisamment, même si elle la connaît pas personnellement, connaît suffisamment Madonna pour pouvoir imaginer des réactions de Madonna? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai du mal en fait. J'écris visualiser une Madonna alternative, car imaginée par l'auteur, ou l'autrice du coup, ne me plaît pas vraiment, ça rend le roman non canonique d'entrée de jeu. Ça c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire que je n'aime pas imaginer des réalités alternatives. Si à partir du moment où l'auteur me dit, ou l'autrice, enfin je dirais les deux, imaginez l'auteur E à la fin, comme ça tout le monde est content, on me dit ça se passe dans le monde réel, ok. Mais alors cette Madonna là, en gros, tais-toi, c'est une Madonna alternative, j'en fais ce que je veux. Bah non, pour moi c'est non canon en fait, ça ne marche pas, c'est-à-dire je ne peux pas m'imaginer, je peux pas me projeter, je me dis bah... Ouais, d'accord, t'es gentil, mais en fait non, enfin ta Madonna, je peux pas imaginer, je sais pas, j'ai un problème avec ça. C'est un livre qui a cette espèce de prétention de vous faire de belles frasques sur le bonheur, sur la joie, sur le fait qu'il faut parfois se contenter de ce qu'on a, etc. Ce qui est très bien, au demeurant. Mais là, je trouve que ça va un peu vite. Page 49, je note, Pierre se rend-il compte qu'il est malheureux en 50 pages seulement? C'est trop direct pour moi, j'aurais aimé un peu plus de développement avec des situations de tous les jours, pas juste des souvenirs. Parce que c'est vrai que, à force de parler, donc on parlait justement avec la 4ème de couve, de ce fameux papy qui... le vendeur de hot dog ambulant qui a 80 balais, qui est là comme ça, il lui manque toutes les dents sauf une, qui va lui faire des discours sur la vie, des discours sur le bonheur, etc. Déjà, on va en parler d'ailleurs, ça fait des énormes longueurs dans le récit, on a l'impression que c'est des monologues ou alors juste des dialogues. Page 90, je dis justement, j'apprécie le propos, mais ces longs monologues ne sont pas assez bien amenés et viennent casser le rythme de la lecture, ce qui m'a conduit à faire une pause de quelques mois. Et c'est vrai, hein, c'est-à-dire que j'ai repris ma lecture en août, mais facilement, ce livre-là, je l'ai lu, j'avais commencé à le lire à sa sortie en avril, hein. Et donc j'ai fait une pause de quelques mois parce que j'en pouvais plus. Là où j'en peux encore plus, si cette phrase fait sens, vraiment, c'est le personnage de Pierre. C'est-à-dire que, bah, en fait, on a un beauf en face de nous. Enfin, ce personnage est beauf. En fait, au début, il est déstabilisé par les paroles du vieil homme,
qui est, moi, voilà, j'ai tout pour être heureux, j'ai bientôt 45 ans, j'ai une entreprise qui tourne vachement bien, je suis connu dans le monde entier, je suis l'ami des stars, etc. machin. Mais c'est vrai que je me sens pas heureux, et c'est vrai que les paroles de ce vieil homme font sens, c'est vrai, je me remets en question, je me dis que finalement c'est peut-être pas ça le plus important, l'argent c'est pas le plus important, c'est l'amour, tout ça machin. On a l'impression qu'il a une réalisation soudaine au bout de 45 ans de vie, et à peine il l'a rencontré, il met déjà toute sa vie en question. J'ai noté page 72, on l'a senti déstabilisé depuis le début, et là, il n'a plus que l'argent du café miraculeux dans son viseur. C'est hyper chelou, c'est-à-dire qu'on le sent touché par les paroles du vieil homme, à se dire ouais, c'est peut-être pas l'argent qui va faire le bonheur. Ah mais en même temps, mais ce café il est juste délicieux quoi, en fait. Si j'arrive à remettre la main dessus, je pourrais me faire mais des milliards. Ok d'accord, bah paie ta logique quoi. En plus de ça, à la limite ça aurait été une maladresse, bon. Mais alors, le personnage non seulement est beauf, mais il est raciste en plus. J'ai noté, je suis très mal à l'aise. À la première lecture, j'ai même cru que Pierre faisait dans les clichés raciaux, c'est ridicule au possible. Et il continue 3 pages après, il mélange les syllabes de Taikoda, donc qui est un investisseur japonais avec lequel il s'entretient à un moment donné dans le livre, et il l'appelle. Alors, en fait, il mélange les syllabes pour pouvoir lui donner plein d'autres noms. Donc au lieu de l'appeler Taikoda, il va l'appeler Kaitoda, Okatodi ou Takadoi. Ok, c'est-à-dire mec, juste à un moment donné, c'est pas parce que les japonais utilisent des syllabaires que t'es juste obligé de mélanger toutes les syllabes. Parfois je me fais vraiment rire. J'ai noté page 86, Pierre est officiellement con comme un manche à balai. Il s'étonne que le vieux vendeur ambulant connaisse le nom de sa femme et de son fils, alors qu'il sait qu'il fait partie des 100 personnes les plus influentes du monde. Paix ta logique. Ce personnage n'a aucune logique, il est hyper con, il est beauf, je sais pas, en fait, on a l'impression qu'il se remet en question, mais en fait, c'est une blague, ce personnage. Il ne se remet pas en question, il y a que le fric qui l'intéresse. Alors, on se dirait à la base, c'est un personnage qui est complètement con, il part de super loin, et du coup, on va le faire changer petit à petit pour le faire devenir une bonne personne. Mais là, non, en fait, ce personnage qui, en plus, est beauf, à un moment donné, quand la première fois qu'il rencontre Taikoda, il va se retrouver, Taikoda va lui poser la question, qu'est-ce que vous savez de nous? Donc. Et en fait, lui, Pierre Boulanger, va se dire, mais qu'est-ce que vous connaissez en gros des Japonais, quoi? Alors qu'il lui posait la question sur, en gros, de nous, notre entreprise, qu'est-ce que vous savez de nous? Il va quand même leur répondre, en gros, je sais que vous kiffez l'automobile, que vous mangez avec des baguettes et que vous avez inventé le nunchaku. Je n'en peux plus! À une centaine de pages, justement, il y a Pierre qui se souvient de la raison pour laquelle sa femme l'a connu et a commencé à lui parler, etc. C'est parce qu'elle était saoule. Là où j'ai commencé vraiment à m'ennuyer, c'est justement, je m'ennuyais déjà un peu avant, mais j'ai noté qu'il se passe vraiment pas grand-chose dans le livre, en fait. Page 107, j'ai pas envie de le continuer, mais je vais me forcer un peu, on sait jamais. Finalement, les tournures maladroites se succèdent, hein, vraiment, ça y va, de tournure maladroite en tournure maladroite. J'ai noté page 116, qu'il y avait peut-être un passage à vous lire, page 116, on va le retrouver. « Tu n'as pas le monopole du cœur, Kate !» dis-je en empruntant le ton de Valéry Giscard d'Estaing lors du célèbre face-à-face télévisé avec Mitterrand. C'est pas forcément utile cette référence-là. Puis j'ai noté d'autres trucs, par exemple encore une lourdeur. Page 151, en fait vous allez comprendre mon propos avec l'exemple, je pense. « Mon Dieu !» dit mon associé avant de s'effondrer la tête la première dans la mousse de son tofu multivitaminé comme s'il s'agissait d'un airbag. Ok, prenez cette phrase-là. Maintenant, je vais vous faire la même phrase, moins la lourdeur. « Mon Dieu !» dit mon associé avant de s'effondrer la tête la première dans la mousse de son tofu. C'est tout. Pas besoin de plus. Pourquoi renchérir avec son tofu multivitaminé comme s'il s'agissait d'un airbag? On avait compris, il tombe la tête dans le tofu. Donc on imagine le côté un peu airbag, un peu moelleux du truc. Pourquoi se donner la peine de faire ça? J'ai pas compris. Et ça, il y en a plein dans le livre. Ça, en plus, avec d'autres échanges qui transpirent la superficialité. J'ai noté page 149, je sais pas pourquoi j'ai noté ça, je sais plus. La définition de la superficialité. Ah oui, et c'est pour me raconter ça que tu m'as dérangé pendant mon footing, s'exclame Alan, après que je lui ai raconté la teneur de mes rendez-vous quotidiens avec le vieux marchand de café. Des vieux cinglés, tu en trouves un sous toutes les plaques d'égout de New York. La pédance déjà. Il lui demande ce qu'il est en train de boire.
Qu'est-ce que c'est que ça? Je demande en désignant avec une grimace la mélasse verte qui dégouline des parois de son verre tel de la vase. On dirait du jus d'orange que l'on aurait laissé pourrir pendant 3 siècles. Ça, c'est un jus de carottes et d'asperges végétales bio multivitaminées. C'est dimanche, alors je m'offre un petit plaisir. Et là, Alan déteste 2 choses dans la vie. La nourriture pleine de graisse et qu'on le dérange pendant son jogging dominical. Je réalise que mon donut et mon coup de téléphone soudain sont un affront à son bien-être. Waouh, mon Dieu, mais t'as des amis, mais hyper intéressants, c'est incroyable. Et là, il y a un passage d'une beaufitude, je vous le lis. Je considère un instant la possibilité de lui répondre qu'elle fait erreur, que je ne suis pas le père de ce magnifique petit poulpe aux dents de lapin, assis en face de moi, mais un kidnappeur sur le point de commettre un méfait. Je me ravise aussitôt. En ces temps de paranoïa sécuritaire, et dans un pays comme les États-Unis, je pourrais me retrouver plaqué au sol par des agents du FBI, infiltrés dans la crèche et expulsés vers la France, avant d'avoir terminé ma phrase. Je décide alors de reconnaître ouvertement la paternité de mon fils. Le mec, il a voulu faire de l'humour ou quoi? Carmen est malade? Oh, Carmen! Non, je lui ai donné sa journée. Enfin, oui, elle a attrapé un rhume. Ah bon? Quoi? Ah bon? C'est aussi difficile à croire que ça? Et là, le mec, il répond... Elle est habituée aux pays chauds, vous savez, elle est mexicaine. Et là, j'ai dit ciao, bye. Pierre est beauf, raciste, prédateur 2 pages avant. Oui, parce que j'avais noté justement, le mec a un comportement de prédateur, il l'assume complètement. Il se décrit comme un chien fou, passionné, impulsif. Alors, attendez, je vais vous retrouver. Mais je voulais dire, franchement, je les lis, je vais pas me satisfaire de ça, je vais vraiment tout vous lire et vous expliquer. Il y a 5 ans à peine, juste avant de rencontrer celle avec qui je partage désormais cet insipide quotidien, j'étais capable de suivre une femme durant toute une journée juste parce qu'elle me plaisait. Je pense à cette jeune fille que j'avais courtisée dans un supermarché au rayon yaourt et qui avait fini dans mon lit 1 heure après. Prédateur, bordel! Il ne peut pas décemment juste se targuer d'avoir suivi une nana dans la rue et ensuite de l'avoir mise dans son lit. Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Pas là, tu peux pas sortir ce livre-là avec des propos comme ça en 2021, bordel! Tu ne peux pas faire ça, Camille Andrea, je te le dis tout de suite, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je vous en supplie, mais ce n'est pas possible. Donc j'ai voulu clairement arrêter ma lecture à partir de ce moment-là. Vraiment, ça m'a donné un argument pour arrêter ma lecture. Donc, déjà, un personnage que j'ai détesté suivre, des lourdeurs, des passages d'une superficialité monstrueuse, des propos qui me dépassent. Alors peut-être que effectivement l'auteur, on sait pas, a voulu partir d'un personnage où on se dit mais enfin c'est helpless quoi, c'est pas possible, on peut plus rien faire pour cette personne. Peut-être. Mais là, ça m'a gâché le plaisir, c'est-à-dire je ne veux pas, je m'en fous en fait que cette personne reçuive le droit chemin et voit la lumière, je m'en tape. Juste, je n'ai pas envie de suivre cette personne, vous m'avez dégoûté, vraiment. Donc pour moi, cette lecture s'arrête à mi-parcours, je m'arrête parce que je n'ai juste pas envie de savoir si le mec va partir au Groenland ou au Pérou à la recherche du café miraculeux qui va changer sa vie. J'en ai rien à battre, pour moi c'est ciao, et c'est un E, voilà. J'ai lu quelques bribes, ah oui c'est vrai, j'ai lu quelques bribes de la fin du livre pour voir un petit peu si j'allais manquer des trucs, et en fait non. Non, j'ai pas accroché depuis le début, j'ai pas accroché au milieu, et je ne vois pas pourquoi j'accrocherai à la fin. Donc c'est tout pour moi, j'abandonne là, c'est un E, de même, franc et massif, parce que voilà, je ne vous recommande pas cette lecture. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de me croire, si vous avez quand même envie de le lire et de vous faire votre propre opinion et de comparer votre avis au mien, je vous invite à découvrir les livres, justement, dont je vous parle, et de vous façonner votre propre opinion et de les partager avec moi dans les commentaires. Faites ça, je vous en supplie, c'est fait pour. Mais là vraiment, je serais de très mauvaise foi si je vous disais « Oui, allez-y, achetez ce livre, allez-y, faites-vous plaisir !» Non, juste passer à côté. Enfin, moi je suis complètement passé à côté et je pense que ça vaut juste pas la peine. Voilà. Heureusement, on termine cette lecture du loup avec un 3e livre qui m'a fait du bien, vraiment. Et comme d'habitude, à chaque sortie d'un livre d'Aurélie Vallogne, c'est un vrai bonheur. C'est Le Tourbillon de la vie qui est sorti chez Fayard. C'est le livre d'Aurélie Vallogne de l'année 2021, puisqu'elle en sort un nouveau par an. Très rapidement, la 4e de couverture, le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais ensemble, ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne portait pas un lourd secret. Un roman sur le temps qui passe,
la transmission et les plaisirs simples qui font le sel de la vie. J'avais envie de terminer sur une note très positive et bah je regarde à nouveau en fait mes notes de lecture parce que encore une fois je fais cette vidéo presque 2 mois après avoir terminé de lire les livres, puisque je suis sur d'autres lectures dont je vous parlerai dans quelques semaines pour donc les lectures du mois de septembre. J'ai versé ma larmichette pour ce livre. C'est une superbe histoire d'amour, vraiment, entre un grand-père et son petit-fils. Moi, j'ai adoré suivre justement cette histoire, cette évolution sur 280 pages, cette évolution d'une relation, un affect qui grandit de plus en plus, pour 2 personnages qui eux-mêmes s'apprivoisent davantage et il y a un côté innocent en fait à Louis, donc Louis qui est donc le petit garçon qui a 8 ans, je crois 8 ans, qui demande, je l'ai noté page 23, « Dis papy, quand moi j'aurai 100 ans, tu m'aideras à marcher ?» Mais en fait, c'est touchant de ouf. On sait qu'il a 8 ans, on sait qu'on va passer un bon moment à partir de ce moment-là. Ouais, je vous ai pas donné la note encore, c'est un A. C'est un grand A. Voilà, c'est les montagnes russes cette vidéo, c'est-à-dire que je passe d'un A, un E, à un A. Voilà, on est parti en V. Parfois, je l'ai trouvé très innocent et parfois très mature pour un enfant de 8 ans, ce qui m'a pas mal rappelé Gustave, le protagoniste du précédent roman d'Aurélie Vélogne, qui est né sous une bonne étoile, que j'avais beaucoup aimé également. Jusqu'à présent, en fait, j'ai pas donné de notes, mais si je devais donner des notes à mes lectures d'Aurélie Vélogne, je crois qu'on serait toujours à B+ au minimum, quoi, vraiment. Mais je pense qu'on serait même surtout sur des A. C'est vraiment une autrice que j'adore lire. Encore une fois, encore une note sur l'innocence de Louis, j'ai noté, de même que sa relation avec Arthur, je commence à m'attacher à ces deux-là et ça me plaît beaucoup. C'est difficile en fait pour moi de vous en parler sans vous spoiler, donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus évasif possible, mais on va comprendre au bout d'une 60aine de pages pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Et elles vont évoluer au fur et à mesure, et vous allez voir, justement, l'évolution, c'est vraiment le terme. C'est-à-dire que, par rapport à Arthur, on n'en sait pas énormément, mais plus on va lire, plus on va tourner les pages, changer de chapitre, plus la relation entre Louis et donc Arthur va évoluer, plus on va découvrir des choses. Donc nous, on va avoir la tête qui va se remplir au fur et à mesure que Arthur, lui, va avoir la scène qui va se vider petit à petit. J'en ai déjà trop dit en disant ça, mais voilà. En fait, on va en savoir davantage sur le fait que Arthur était un mal-aimé dans sa famille. Il manquait d'amour. Et puis finalement, ce manque d'amour, Arthur va le combler en fait avec justement l'amour de son petit-fils. Si bien que, justement, on double le nombre de pages, on arrive page 124, et là je note, là ça fait très mal. La mère d'Arthur ne mâche pas ses mots et la brutalité de la situation me fait vraiment de la peine pour lui. En fait, on découvre qu'Arthur est un solitaire parce qu'il a été mal aimé par sa mère. Alors moi qui a eu une maman extrêmement aimante, extrêmement câline, toujours là pour moi, c'est là que je me rends compte à quel point le manque d'amour d'une mère peut vous tuer un homme. Ça vous fait grandir dans la tristesse, dans une espèce de solitude, un manque d'amour maternel qui peut vraiment vous transformer radicalement une vie. On navigue dans la mer, l'océan des souvenirs d'Arthur, pour découvrir que sa mère a carrément été jusqu'à voir un médecin, elle a été jusqu'à consulter pour son fils, parce qu'il avait une voix qu'elle jugeait ridicule. Vous imaginez, bonjour docteur, donc en fait je viens vous voir parce que mon fils a une voix de merde, franchement faut faire quelque chose pour lui parce que c'est pas possible quoi, c'est ridicule, vous êtes d'accord, écoutez-le parler, c'est ridicule. Il inspire le dégoût à sa mère, c'est horrible, et c'est hyper bien amené, on est en empathie totale avec Arthur, et c'est très touchant, émotionnellement parlant, on est sur des passages émouvants. C'est pour ça que je vous disais que j'ai vraiment eu à un moment donné la larme à l'œil. À partir de la page 200, tout s'accélère, donc je peux pas vous dire grand chose parce que vraiment on est sur pareil du spoil. Ouais, je suis obligé d'en parler à un moment donné. Vous savez quoi? Je sais pas. C'est dur. Si vous voulez pas que je vous spoil, peut-être sauter la minute qui suit. Sauter là, je vous dis dans 1 minute, on arrêtera les spoilers. Je vous mettrai un décompte en fait dans la vidéo, juste pour pas que vous soyez spoilés, mais je disais qu'à partir de la page 201, l'acte 3 se lit tout seul parce que tout s'accélère après l'accident d'Arthur. Donc Arthur a un accident, je vous dis pas lequel, mais du coup tout va
s'accélérer et Arthur va trouver un allié dans le principal obstacle qu'il va rencontrer. C'est-à-dire qu'il a souffert en fait d'un manque d'amour, clairement. Et pour oublier cette souffrance, il va se servir justement de ce qui l'affecte et qui va lui permettre d'oublier au fur et à mesure. C'est dur, vraiment c'est dur de pas spoiler, je pense que vous avez déjà compris ce qui se passe finalement. Je vous parle d'un grand-père, d'une relation qui évolue, je vous parle d'oubli. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller au-delà, je pense que vous avez compris de quoi ça parle. Mais voilà, enfin, vous avez d'un côté un Arthur qui apprend la vie, même à son âge, quoi. Ils ont 60 ans de différence, mais il apprend la vie. Vous avez un Louis qui apprend la vie encore plus, parce que justement, lui, il est jeune, mais il est tellement adorable, enfin, c'est-à-dire, j'ai pas noté tous les moments où il est hyper adorable, mais il fait des petites réflexions comme ça qui sont hyper mignonnes, on a juste envie de se dire, mais t'as 8 ans, mais t'as tout compris, mais bravo, mais j'ai envie de te serrer dans les bras, de te faire des papouilles, enfin, c'est... Voilà, dans tout ce 20e chapitre, Louis est magistral. On dirait pas qu'il a que 8 ans, il fait preuve d'une maturité incroyable au point de parvenir à sensibiliser sa mère à la cause de son grand-père, donc à la cause du père de Nina. Je suis content de les voir faire des choses tous ensemble vers la fin du livre. Bon, je vous spoil, mais on s'en doute, à un moment donné, c'est comme un bon épisode de Joséphine Ange Gardien, quoi. C'est à un moment donné, on sait que c'est plein de bonnes intentions, on sait qu'à la fin, ça va bien se passer. Mais justement, maintenant qu'on sait que ça se passe bien, on s'en doute, il faut savoir encore comment. Et c'est Louis qui est au centre de cette histoire-là. Et ça fait du bien, c'est beau, ça m'a ému, jusqu'à présent, voilà, toutes mes lectures, c'était vraiment un sans faute, donc j'ai vraiment adoré. Et c'est un A, une nouvelle fois, franc et massif, je n'ai pas besoin de nuancer mes notes, et ça aussi, c'est plutôt appréciable. Voilà, c'est tout pour cette chronique, puisque je n'ai donc lu que 3 livres, mais j'ai enchaîné avec aussi des mangas, enfin j'ai plein de choses dont il faut que je vous parle dans les prochaines chroniques, donc ne vous inquiétez pas, je ne risque pas de manquer de contenu. Sachez aussi, mes petits loups, que comme il s'agissait de ma première chronique avec cette nouvelle version, je compte sur vous, grave, pour me laisser toutes vos impressions en commentaire. Votre feedback est super important, j'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. Je trouve que même si ça manque peut-être un peu de spontanéité, car oui, je lis mes notes, oui, je lis la 4e de couve, oui, j'ai préparé forcément en amont ces chroniques. C'est important pour moi en fait de vous proposer quelque chose de construit, d'argumenté, plutôt que de vous dire alors voilà, donc ce livre-là, c'est super bien construit, c'est bien amené, on passe un bon moment, je vous le recommande, voilà, ciao, bye. Bah non, en fait, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de vous expliquer pourquoi j'ai aimé le livre et pourquoi, en vous donnant des exemples, en citant des passages du livre, en argumentant. Pour moi, c'est ça l'essence même d'une vidéo booktube. Donc, c'est pour ça que, en gros, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de suivre les coins lecture de Links the Sun. Donc, j'espère vous avoir justement donné envie également de suivre ces lectures du loup, nouvelle formule de 2021. N'hésitez pas donc bien sûr à me faire vos commentaires dans l'espace dédié, à lâcher vos pouces bien sûr si vous avez aimé la vidéo, à la partager également sur vos réseaux. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles lectures du loup, des lectures du loup manga, des lectures du loup roman. Bref, je vous réserve quelques petites surprises justement avec ces nouveaux contenus. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.